Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 35, je vous propose de démarrer, même s'il y a encore du monde, je vois arriver. Je voudrais vous saluer toutes et tous, chers collègues, mesdames, messieurs. Donc, je suis très heureux, moi, de vous retrouver dans cette très belle partie du territoire, n'est-ce pas, Christian? Je cherche des yeux, Christian. Donc, dans ce qu'on appelle le secteur nord-est de notre communauté de communes pour ce conseil communautaire décentralisé. Un grand merci à la commune de Saint-Jean-d'Hermine, qui nous accueille chaleureusement ce soir. Il fait frais, c'est appréciable. Je vais remercier aussi donc, bien sûr ses élus, cher Philippe, cher Johan, et l'ensemble des équipes. Donc c'est toujours un plaisir de venir sur le terrain, là où l'action publique finalement prend tout son sens. En venant ici, nous faisons plus que nous déplacer en réunion, on fait le choix de la proximité. L'intercommunalité n'a de sens que si elle sait rester à l'écoute des réalités locales, et ce secteur, avec son identité forte, ses forces vives, ses projets, mérite bien évidemment toute notre attention. Donc ici, comme partout ailleurs en Sud-Vendée littorale, on innove, on construit, on porte des projets structurants, qu'il s'agisse d'équipements, d'aménagements, de services à la population ou de soutien aux acteurs économiques. Et nous savons que chaque commune, même la plus petite, a un rôle à jouer dans notre dynamique collective. Donc ce soir, au-delà des points à l'ordre du jour, je voudrais prendre quelques instants pour vous présenter de façon concrète les actions déjà menées, celles qui sont en cours sur le secteur, aménagement, mobilité, habitat, équipement, une manière assez simple et directe, je dirais, de montrer que les décisions que nous prenons ici, elles se traduisent réellement sur le terrain. Je vous remercie donc encore une fois pour votre présence nombreuse. Et puis, donc, avant de démarrer cet ordre du jour, un petit diaporama pour illustrer ce que je viens de vous dire. Bonsoir, bonsoir. On vient de démarrer, il n'y a pas de souci. Alors, focus sur ce secteur nord-est. Alors, on va voir qu'au-delà des grands projets structurants, finalement, notre action elle est quotidienne, notamment en matière de services. Et le premier d'entre eux, il concerne donc l'enfance-jeunesse, puisque sur le territoire de Saint-Hermine, nous avons une crèche qui peut accueillir jusqu'à 50 enfants. Je rappelle qu'un nouvel équipement viendra remplacer celui existant. On en est à la phase maîtrise d'œuvre. On a également donc, le relais petite enfance qui se déplace 4 matinées par mois. Un accueil de loisirs avec 600 inscrits, donc un accueil de loisirs assez conséquent sur le territoire. Les interventions en milieu scolaire, vous le savez, c'est 713 élèves de cycle 2 et 3 qui suivent 10 séances par an. Et la cuisine centrale, qui est sur le Vendée au pôle, qui prépare et livre plus de 570 repas par jour sur ce territoire. Autre service pour les habitants de ce secteur, c'est l'ouverture d'une antenne un jour partagé sur Saint-Jean-d'Hermine. En matière d'habitat, c'est 75 ménages accompagnés depuis l'ouverture du guichet. Et puis, dans un dispositif cher à Philippe, c'est 6 hébergeurs dans le cadre du HTH qui aujourd'hui sont mobilisés. Au niveau de l'assainissement, vous le voyez, c'est 43 projets instruits et plus de 700 contrôles effectués sur une année. En matière de compétences plus globales, 146 actes d'urbanisme traités fin 2024, 16 visites d'entreprise, 21 projets accompagnés, Bruno, et 45 000 euros de subventions allouées sur l'année 2024. Et concernant la transition écologique, vous le savez, c'est le plan alimentaire territorial concernant donc la cuisine centrale et 3 projets photovoltaïques qui sont prévus. Enfin, concernant la culture, c'est 7 bibliothèques qui aujourd'hui font partie du réseau intercommunal. On a eu, vous le voyez, 3000 ouvrages acheminés par navette, des séances pour les bébés lecteurs. Pour l'EMI, sur ce secteur, c'est 165 élèves, avec 4 manifestations majeures. Et en matière de programmation culturelle, vous voyez, une programmation extrêmement riche et qui se déplace sur de nombreuses communes du territoire. Saint-Martin-L'Art, Saint-James-la-Plaine, Saint-Hermine, La Caillère, et encore Saint-Hermine. Voilà, c'est très rapide, mais je voulais avant ce conseil, on puisse donner du sens à l'action de la collectivité. Et vous voyez que sur le territoire qui nous concerne ce soir et qui nous accueille et que je remercie, il y a des choses qui se passent et qui se sont passées, et il y a encore plein de choses à arriver. Voilà. Alors, ce soir, j'ai un certain nombre de pouvoirs. Monsieur Mettet donne pouvoir à Madame Fardin.
Madame Beau donne pouvoir à Monsieur Gendronneau. Monsieur Pelot donne pouvoir à Madame Peigné. Madame Le Goff donne pouvoir à Monsieur Bonin. Monsieur Eudouin donne pouvoir à Madame Thibault. Et enfin, Madame Robin donne pouvoir à Monsieur Bluteau. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Je peux vous proposer Denis Lesage, Monsieur Guilbault, Johan ou Monsieur Motet-Jacqui. Johan, on est chez toi, ça te va? Merci beaucoup. Très bien. Concernant le procès-verbal de la séance du 3 avril 2025, est-ce que vous aviez des observations à formuler? Pas d'observation? Est-ce que des gens sont contre son approbation? S'abstiennent? Merci. Et puis vous avez ensuite les délégations consenties donc, par le Conseil au bureau et l'ensemble des décisions que j'ai pu prendre. Est-ce qu'il y avait des observations particulières à ce sujet-là? Pas d'observation? Très bien. Eh bien, on a un ordre du jour assez dense, avec une quarantaine de délibérations. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long. Des délibérations importantes, elles le sont toutes, mais particulièrement peut-être celle du PLUI que Dominique va nous présenter dans quelques instants. En fait, on m'a transmis que le PDF et pas le PowerPoint. Excusez-nous, parce qu'il devait y avoir une présentation, mais apparemment, donc, les supports PDF, PowerPoint et tout sont... Enfin, il y a un petit souci technique, donc on va pas passer PowerPoint. Simplement, bon, je vais quand même retracer, effectivement. Donc aujourd'hui, on va prendre ce qu'on appelle ce soir une délibération importante, même très importante. C'est l'arrêt du PLUI. Cet arrêt, donc... que collégialement nous allons voter. Ensuite, après, dans les 2 mois qui viennent, ce sera à chaque collectivité de le faire. Bien évidemment, au cours du PowerPoint, je vous déclinerai ce qui est aujourd'hui, ce qui est cet arrêt à l'instant T. Et ensuite, après, dans vos communes, vous délibérerez. Et pour autant, en fin de présentation, je vous dirai ce qu'il pourrait en être si effectivement il n'y avait pas un consensus au sein de la communauté de communes. Mais bien évidemment, nous sommes en démocratie et chacun fera ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de souci. Alors tout d'abord, si on revoit le calendrier, vous savez que donc, ce PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, il a démarré donc, le 16 décembre 2021. C'est là où on avait prescrit, donc on a pris une délibération pour lancer donc, ce fameux plan local d'urbanisme à 43 communes au départ. Et donc ce PLUI, c'est une grande aventure, c'est-à-dire c'est de faire en sorte d'aménager le territoire à la parcelle sur toutes nos communes pour en faire un document global au sein de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc sur une grande communauté de communes comme la nôtre, c'est quelque chose d'important. On estime en général que pour mener un PLUI, il faut à peu près 3 à 4 années. Ce qu'on avait souhaité, ce qu'on souhaite toujours d'ailleurs, c'est de pouvoir l'approuver avant la fin du mandat. C'est-à-dire on voudrait l'approuver avant le mois de mars 2026. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les temps. Ce soir et dans les 2 mois qui viennent, nous pourrons être dans les temps si les communes le souhaitent. Si une seule commune ne le souhaite pas, eh bien, nous ne serons pas dans les temps. Et à partir de là, bien évidemment, les décisions seront prises après 2026. Sachant qu'effectivement, c'est malheureusement comme ça. Donc on a voulu aller assez vite, tout en étant quand même, on va dire, avec quelque chose de cohérent et un beau projet. Aujourd'hui, nous y sommes, et c'est pour ça que ce soir, on vous propose donc d'arrêter ce projet. Ça y est, ça fonctionne? Ah ben très bien. Bon ben parfait. C'est moi qui manipule? C'est vous? Ok. Bon ben très bien, ça y est, ils ont pu le mettre en place.
Donc on repart déjà sur les orientations générales qui avaient été prises dans le cadre du PADD. Hein. Vous savez que donc, dans le cadre du PLUI, il y a quatre axes principaux. Hein. Le premier, donc, c'est vers un territoire qui répond aux besoins des habitants et des usagers. Le principe étant de renforcer les pôles de l'armature territoriale. Vous savez que nous avons 5 pôles, hein, et notamment l'offre de commerce et de services. Favoriser le maintien et le développement des équipements, en particulier ceux du numérique. Aujourd'hui, la fibre s'installe partout au sein de la communauté de communes. Donc, par exemple, sur la ville de Luçon, 98% de la collectivité aujourd'hui a cette offre numérique. Et je pense que dans les communes, elle est en train de s'achever également. Répondre aux besoins aux besoins de logement aussi sur notre communauté de communes, que ce soit pour les jeunes, les personnes âgées, les saisonniers, l'habitat léger aussi. Proposer des logements variés, qu'ils soient individuels ou collectifs. Favoriser aussi l'accession dans un cadre abordable et aussi l'accession sociale. Et produire, on avait estimé donc 8% de locatifs sociaux, soit environ 290 logements, donc dans le cadre des 10 années qui viennent. Répondre aux enjeux de mobilité du territoire, renforcer les mobilités douces, prévoir plus de places pour les piétons et les cyclistes dans les projets, renforcer l'offre de transport en commun et celle de covoiturage, développer les projets de contournement qui sont connus, les contournements qui sont chers notamment à la commune de Saint-Michel-en-Lerme. Il est là, le maire ? Il est à côté. Et ce, bien sûr, le contournement, bien évidemment, donc depuis l'autoroute jusqu'à Luçon. Le deuxième axe, c'est aller vers un territoire qui consolide ses atouts et affirme ses ambitions, prévoir un accueil de population et de production de logements. On a prévu donc de produire 330 résidences par an sur notre territoire, répartir la production de logements en cohérence avec l'armature territoriale. Vous savez qu'en fonction des bassins de vie, donc, on offre un pourcentage de logements à produire. Par exemple, pour le pôle locaux, on est environ à 17%. Sur le pôle principal, la ville de Luçon, nous sommes à 18%. Et puis, pour tout l'ensemble des communes rurales, nous sommes environ à 40%. Structurer le développement économique du territoire autour des zones attractives, notamment, bien sûr, autour du Vendée-au-Pôle. Poursuivre le développement de la zone industrielle de Sébastopol à Luçon. La zone mixte, une zone mixte artisanale et industrielle aussi sur la zone de Champrovin, Luçon-Sainte-Gemme. Permettre le développement des parcs d'activité, des parcs économiques à vocation artisanale le long des axes de communication, encadrer le développement des zones commerciales et orienter le développement des commerces et des services vers les centralités, développer les activités qui sont liées à la mer. Dans le volet du tourisme, nous avons opté pour la montée en gamme des équipements, développer l'offre d'hébergement sur le littoral, valoriser les spécificités touristiques du territoire et les liaisons douces qui le traversent, développer les activités touristiques dans les communes du territoire, accompagner les activités agricoles, viticoles et conchicoles, maintenir les exploitations agricoles et leurs outils, veiller à ne pas compromettre le développement des activités agricoles, permettre l'évolution des secteurs conchilicoles. Sur le troisième axe, vers un territoire qui s'inscrit dans l'anticipation des dérèglements climatiques, maîtriser l'urbanisation pour prévenir les risques et leur aggravation, anticiper bien sûr le recul du trait de côte, porter une vigilance particulière des constructions dans les zones de mouvement de terrain et prendre en compte les risques technologiques, réduire les consommations foncières, promouvoir une urbanisation plus respectueuse de l'environnement, assurer la reconquête des espaces déjà artificialisés, prévoir les densités planchers sur les secteurs stratégiques et tendre vers une moyenne d'environ 25 logements à l'hectare à l'échelle de la communauté de communes. Réduire d'au moins 50% la consommation d'espace par rapport à la période 2011-2021. Augmenter la production d'énergie renouvelable et diminuer la consommation. Permettre le développement des réseaux et des énergies renouvelables en priorité sur les espaces artificialisés. S'assurer que les projets d'énergie renouvelable ne portent pas atteinte à l'environnement, qu'ils soient urbains ou paysagers. Permettre la rénovation thermique et la production d'énergie renouvelable sur le bâti et favoriser les conceptions bioclimatiques.
Dans le cadre de la préservation des ressources en eau, s'assurer de l'adéquation entre les capacités d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, en adéquation bien sûr avec le développement démographique. Limiter l'imperméabilisation des sols et prioriser une gestion des eaux pluviales à la parcelle. Et enfin, donc, le 4e axe, vers un territoire rural aux richesses préservées, un socle de l'identité de notre Sud-Vendée littorale, préserver et s'appuyer sur les structures paysagères de notre communauté de communes, mettre en valeur les cours d'eau et les plans d'eau, maintenir et renforcer les grands paysages, valoriser les points de vue identitaires, permettre la qualité urbaine et la traversée des bourgs, préserver les trames boisées et les espaces de littoral, et ne pas porter atteinte à la qualité des paysages marins jusqu'aux 12 000 nautiques. Ensuite, avoir un patrimoine bâti protégé, conforter la protection et la mise en valeur du patrimoine déjà reconnu, identifier et préserver les éléments du petit patrimoine. Enfin, et pour terminer, faire des continuités écologiques à la colonne vertébrale du territoire, protéger les réservoirs de biodiversité, les boisements importants, les zones humides, les cours d'eau, les zones de marais, les prairies et les communaux. Ne pas fragmenter les corridors écologiques, préserver les coupures d'urbanisation et protéger le patrimoine naturel remarquable. Voilà donc ce que l'on avait envisagé donc, dans le cadre du PADD et ce que l'on présente effectivement ce soir donc, dans l'arrêt de notre PLUI. Donc, ce que dit la loi climat et résilience, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, il nous faut atteindre le zéro artificialisation nette en 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, dès l'instant où 1 mètre carré donc, de terre agricole sera voué à la construction, il faudra bien évidemment rendre 1 mètre carré donc, en compensation. Aujourd'hui, donc, l'objectif intermédiaire, donc, entre maintenant et 2050, c'est de réduire de moitié la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, dans les 10 prochaines années, donc entre 2021 et 2031, par rapport, bien sûr, à la décennie précédente. Alors, les chiffres entre 2011 et 2021, nous avons consommé 348,5 hectares, sachant que la durée du PLUI à venir donc, sera de 2025, entre l'approbation, théoriquement, 2025 à 2035. Nous avons donc 174,3 hectares à ouvrir à l'urbanisation jusqu'en 2031. Et de 2031 à 2035, en fonction bien sûr des ratios, nous aurons 50 hectares à peu près à couvrir à l'urbanisation, ce qui nous fait une enveloppe foncière environ de 225 hectares. Nous avons déjà consommé, donc depuis 2021, à peu près 51 hectares. On peut penser qu'il nous reste aujourd'hui, donc 173,3 hectares à consommer. Le projet de zonage donc, à venir, parce que quand on parle bien sûr de consommation d'hectares, bien sûr, c'est les zones vouées à l'habitation, bien sûr, celles vouées également à l'économie. Donc on estime aujourd'hui que pour l'urbanisation, donc, sur l'habitat, c'est 93,2 hectares, et pour l'économie, c'est à peu près 100 hectares. Également, donc, on ouvre pour les STECAL. Les STECAL, donc, ce sont les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée qui sont destinés principalement aux projets touristiques et culturels hors des espaces urbanisés. On les estime donc à 10 hectares. Ce qui veut dire que l'urbanisation aujourd'hui du PLUI, on l'estime à 203,5 hectares, soit nous avons 30,3 hectares de plus de dépassement, sachant que nous avons environ 20% qui sont estimés de dépassement, donc on est en limite de dépassement aujourd'hui. On ne peut pas aller au-delà. Alors on sait qu'il y a des doléances qui ont été présentées par certaines communes. Je crois que les services ont dû aller à votre rencontre ces jours derniers, de façon à bien entériner les choses. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Nous sommes donc dans cette estimation. Il ne faut pas qu'on consomme plus, sinon notre approbation du PLUI sera malheureusement certainement rejetée par les services de l'État. Donc si on veut que notre PLUI soit approuvé et que
tous nous puissions continuer à urbaniser, à avancer dans nos projets, notamment pour les communes qui aujourd'hui sont toujours dotées malheureusement de cartes communales, qui n'ont pas de PLU en place. Il faut effectivement que nous soyons auprès des services de l'État dans une conformité par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui. En ce qui concerne la concertation, c'est-à-dire tout ce qui est information et puis communication qui ont été faites sur la mise en place de ce PLUI depuis 2021. Donc bien sûr, il y a une page sur le site internet de la communauté de communes qui a été ouverte. Il y a eu aussi un dossier de concertation. Il y a eu des lettres d'information à chaque grande étape qui ont été communiquées auprès des communes et puis par voie de presse aussi. Des articles ont été mis en place dans le magazine de la communauté de communes. Il y a eu 9 réunions publiques qui ont été organisées, 13 ateliers thématiques ont été faits, et puis aussi un registre de concertation qui a été mis en place. Ensuite, donc, dans les modalités de concertation, il y a eu donc 140 observations qui ont été reçues, portant principalement sur l'ouverture à la urbanisation de terrain. D'accord. Voilà où on en est donc aujourd'hui. Alors pour les mois à venir, donc dans les 3 prochains mois, il est demandé donc à chaque commune donc de délibérer sur le projet du PLUI. Et ensuite, il y aura donc la consultation, ce qu'on appelle les PPA, les personnes publiques associées. PPA, donc ce sont tous les services, c'est-à-dire chambre d'agriculture, chambre de commerce, chambre d'industrie, voilà, donc toutes ces personnes-là. Consultation de la mission régionale d'autorité environnementale, MRAE. Passage en commission départementale, donc en CDPNAF, dont on présentera donc le dossier. On ira donc dans cette instance. Et ensuite en passage en commission départementale de nature, paysage et des sites. Voilà un petit peu la suite qui va être donnée. La procédure à venir, donc premier cas de figure, en cas d'avis favorable de l'ensemble des communes, si toutes les communes donnent un avis favorable en conseil municipal et aussi un avis favorable des personnes publiques associées, on pourra bien évidemment ouvrir l'enquête publique au deuxième semestre 2025. Et puis ensuite, on peut penser qu'effectivement le PLUI pourrait être approuvé avant la fin du mandat. Deuxième hypothèse, deuxième cas de figure, une seule commune donne un avis défavorable en conseil municipal. Donc on est obligé de procéder à ce qu'on appelle un deuxième arrêt du projet, et donc en conseil communautaire à la majorité des 2 tiers. Ça veut dire que l'enquête publique ne pourrait pas se faire tout de suite, et on la ferait donc de façon à ce que les choses soient claires après les élections municipales, et puis l'approbation du PLUI se ferait donc ultérieurement. Voilà ce que je peux dire ce soir concernant effectivement l'arrêt du PLUI donc de notre communauté de communes. Avez-vous des remarques, des objections particulières à faire ce soir, avant que l'on passe au vote? Oui, mais Serge. Oui, je voulais seulement préciser que la loi ZAN est en train de modifier tous les critères qui ont été exposés ce soir. Donc la question qui se pose, c'est les critères que vous définissez aujourd'hui seront automatiquement modifiés si la loi ZAN est modifiée ou ils sont considérés comme définitifs? Alors aujourd'hui, bien sûr, effectivement, les choses évoluent régulièrement, on va dire presque toutes les semaines. On fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc, à savoir, est-ce que cette loi va effectivement évoluer dans le sens que l'on souhaiterait tous? Ça, c'est pas sûr. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations précises. Ce sont donc nos parlementaires qui définissent les lois. Et puis, je sais qu'aujourd'hui, effectivement, il y aurait peut-être des avancées. Déjà, normalement, c'était 2031. On est passé à 2035. Donc, on va dire qu'on gagne 4 années. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous a rajouté, effectivement, vous avez vu les 40 et quelques hectares là, entre 2031 et 2035. Parce qu'effectivement, ça, on sait que c'est quasiment acquis. Mais après,
les évolutions sont celles que veulent bien nous donner nos représentants. Pour compléter peut-être, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Brigitte, une parlementaire, avec nous ce soir. Alors, je crois que l'objectif, il reste le même, c'est-à-dire zéro artificialisation. Simplement, en fait, on parle de traces, c'est le calendrier qui, lui, évolue. Mais pour autant, les objectifs restent les mêmes. La volonté du législateur, elle est claire. Celle des élus aussi, maîtriser notre consommation foncière, c'est certain. Après, c'est dans les modalités pratiques que là, ça peut évoluer, mais à date, encore une fois, ce document, on le prépare depuis un certain nombre d'années, on avance. On sait que c'est des documents qui sont très mouvants, hein. Un document d'urbanisme, que ce soit communal ou intercommunal, il n'est jamais parfait. Il évolue, il s'adapte, il mute, donc on avance. Voilà. On est bien d'accord, hein, malheureusement, il nous faut avancer et on doit prendre des positions, même si demain elles ne sont pas celles qu'elles sont aujourd'hui, quoi. Mais on est mis devant ce fait accompli. Oui. De toute façon, il faut qu'on reste dans l'enveloppe, on n'a pas le choix, hein. Donc, à partir de là, vous avez vu, on a une marge de 20% aujourd'hui, hein, qui est actée. Il faut qu'on reste effectivement dans cette enveloppe, hein. On n'a pas le choix. Bon, normalement, on devrait y être, hein. Je me retourne vers les services, mais aujourd'hui, on est à 17 ou 18% actuellement. Il ne faut pas dépasser les 20, quoi qu'il en soit. Ok, les services travaillent, je veux dire, il y a ce qu'on leur propose, ce que les services ensuite vous exposent, et puis après, effectivement, il y a un travail à nouveau qui est fait, mais je comprends très bien, effectivement, ce que tu dis. Hmm. Bien sûr. On est encore en phase de concertation, même si on avance. Oui, bien sûr, oui. Tout est encore, on est encore en phase de concertation, c'est-à-dire qu'à la marge, on peut encore jouer sur quelques, voilà, sur quelques parcelles, il n'y a pas de souci, hein. Mais après, en tout cas, il ne faut pas qu'on dépasse ces enveloppes, quoi. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Oui. Peut-être juste avant le vote, dire que ce soir, on est quand même à un moment charnière pour le territoire. Un document d'urbanisme, c'est vrai que c'est un complexe, exigeant, parfois technique, mais c'est surtout, je pense, un projet collectif et un projet de territoire. Un document à 42 communes, c'est un véritable défi, et pour autant, je pense qu'on peut aujourd'hui se dire qu'on a un document entre les mains, alors certes, qui n'est pas figé, qui n'est pas parfait, et d'ailleurs, il n'a pas prétention à l'être, hein, attention, mais je pense que ce qu'on a réussi à construire étape par étape, ça pose un cadre, une certaine cohérence, et ça laisse aussi place à l'évolution et à l'adaptation, et notamment ensuite, à travers vos remarques, celles des personnes publiques associées, ou celles qu'on aura dans le cadre des enquêtes publiques. Alors il y a forcément des interrogations, des réserves, et c'est normal, mais je crois que ce qu'il faut, c'est regarder le chemin parcouru, reconnaître aussi la qualité du travail, même si parfois il a pu y avoir quelques couacs, et je l'entends. Il y a eu, je pense, un sérieux dans les échanges et une volonté, je dirais, sincère d'avancer pour le territoire. Et ça de manière solidaire. Moi, ce que je propose simplement aujourd'hui, c'est de donner une chance à ce travail d'aboutir, parce que dire oui à l'arrêt, c'est de permettre en fait au processus de se poursuivre, d'être enrichi, et puis d'aller jusqu'au bout. Refuser, c'est tout remettre en cause, et c'est-à-dire perdre plusieurs années. Je pense que, en responsabilité, voter favorablement, c'est pas une adhésion totale, c'est pas un blanc-seing qu'on signerait ce soir, simplement une confiance pour ce que nous construisons ensemble,
et j'irai pour faire en sorte de continuer à avancer dans nos projets, dans le respect de chacune de nos communes, mais aussi dans une vision partagée de ce qu'est Sud-Vendée Littoral. Voilà. Juste pour terminer, parce que les propos du président sont très importants, je pense qu'effectivement, on est dans une grande communauté de communes, et on peut s'en enorgueillir aussi. Pour autant, aujourd'hui, comme je l'ai dit en préambule, il y a malheureusement des communes qui sont encore en carte communale. Donc il y a des communes qui dépendent complètement de l'État pour pouvoir aménager leur territoire. Et des communes qui n'ont pas aujourd'hui de PLU qui sont approuvées. Il faut, je pense, penser effectivement à l'intérêt général. Et je crois que c'est ce qui prime de prime abord. Et puis, vous savez très bien, comme tout un chacun, que à peine le PLU-I sera approuvé, s'il peut l'être avant le mois de mars, que d'emblée, des modifications, des aménagements pourront être faits. Je veux dire, un PLUI, c'est quelque chose qui vit en permanence, même si c'est quelque chose qui peut paraître complètement abstrait, mais ça évolue en permanence. C'est-à-dire que dès l'instant où il sera approuvé, que les signatures seront faites en bas, eh bien, des modifications pourront être apportées, comme on le fait dans le cadre d'un PLU quand on est dans nos communes. Donc, surtout, ne pas s'en faire, quoi, je veux dire. Mais par contre, l'intérêt qu'on aura eu, c'est qu'on aura effectivement un document global, un document complet, avec un règlement pour tous. Et puis surtout, les maires qui aujourd'hui en sont dédotés, eh bien, ils pourront au moins agir en qualité de maire et en responsabilité. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut bien comprendre ce soir. Maintenant, nous sommes tous en responsabilité. Y a-t-il d'autres remarques avant de passer au vote? Oui, Serge. Oui, je voulais seulement dire que vous n'avez pas tenu compte de certaines demandes de d'autres communes, je suppose d'autres communes, mais je vous dis immédiatement que nous allons voter contre pour toutes ces raisons que nous vous avons listées et que nous vous avons envoyées il y a quelque temps. Voilà. La commune de La Tranche, si on suit votre PLUI d'aujourd'hui, elle sera totalement dénaturée par rapport à ce que nous avons comme contrainte aujourd'hui. Donc, il est hors de question qu'on puisse accepter votre PLUI tel qu'il est fait aujourd'hui, puisque vous n'avez absolument pas tenu compte de nos demandes, qui ne sont pas des demandes extraordinaires. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, Bien. Donc, voilà déjà ça présage effectivement de ce que deviendra, de ce que sera l'avenir pour notre communauté de communes dans les mois prochains. Mais c'est le choix après, les choix vous appartiennent. Je pense qu'aujourd'hui, ce PLUI, il est bien conçu, il a été porté, il évoluera de façon favorable. De toute façon, il faut le comprendre. Si aujourd'hui, on n'a pas tous effectivement ce que l'on attend, de toute façon, personne n'a ce qu'il attend aujourd'hui. Quand on vous dit que du jour au lendemain, il faut diminuer de 50% effectivement les capacités foncières, bien sûr, ça ne fonctionne pas. On est tous d'accord. Mais on est contraint, donc il faut s'y plier. On n'a pas le choix. Et une fois de plus, c'est soit on est dans l'intérêt général ou bien on est à côté. Bon, après, c'est le choix de chacun. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça. oui, enfin, si on pouvait faire ce qu'on voulait, mais... Oui, Serge. Pour nous, ce n'est pas des problèmes de surface, de terrain, de surface. On ne remet pas en cause ce qui a été déterminé. C'est des problèmes spécifiques à la commune qui ne posent aucun problème dans le PLUI. Donc, sauf que vous avez décidé de généraliser par rapport aux communes rétro-littorales. Vous n'avez pas tenu compte des deux communes littorales. Enfin, tout état de cause, d'après ce que je sais. Voilà. Bon, il y a eu suffisamment d'échanges, je pense, entre les services et puis la commune de La Tranche-sur-Mer. Pardon ? Non, mais il y en a plus que ça, il y en a 8. Non, mais moi, je veux bien qu'on parle pour nous, mais... Chacun. Oui. Il n'y a pas que deux communes dans le littoral, il y en a 8. Bon. Absolument. Il n'y a pas Laurent. que deux... Il y a pas...
Je disais donc qu'il n'y a pas que 2 communes littorales, il y en a au moins 7. Toutes n'ont pas des plages, effectivement, mais des communes littorales, on en a beaucoup dans la communauté de communes. L'océan vient lécher pas que des plages. Et j'entends ce que la tranche dit, mais il faut... Voilà, merci Serge de parler des 2 communes. J'imagine que tu parlais de l'Aiguillon-la Presqu'île, mais sachez que l'Aiguillon-la Presqu'île votera ce PLU, en tout cas l'arrêt. Effectivement, il y a aussi des choses qui ne conviennent pas et qui ne nous conviennent pas, nous, sur le littoral, parce qu'effectivement, en matière touristique, en matière d'accueil, des communes qui accueillent comme la tranche 120 000 habitants l'été ou l'Aiguillon-la Presqu'île 50 000, ça génère des besoins qui sont là et qu'on peut pas nier et qu'il faudra s'adapter. Pour autant, un document de gestion et de planification de l'urbanisation, c'est comme le disait le président et le vice-président Dominique Bonin, ce sont des documents qui évoluent. Alors, je ne suis pas sûr qu'au lendemain de la signature d'un arrêt, le préfet voit d'un super œil le fait de refaire travailler tous ses services pour une modification au lendemain d'un dépôt, parce que ça paraît étonnant. Mais comme on sera à peu près intelligent, je pense que dans les 6 mois, en tous les cas, on est sûr de pouvoir avoir une écoute des services de l'État. Et ça veut dire qu'il faut être très clair qu'au bout d'1 an ou 2 ans, on aura une modification qui sera, si elle est bien ciselée, qui sera acceptée. Et je pense que pour l'ensemble de la communauté, il est important, effectivement, c'est pas ce que ça va nous empêcher momentanément dans une phase transitoire, qui me permet en tous les cas, à moi et mon conseil municipal, de bloquer l'ensemble des communes qui, elles, attendent d'avoir un document d'urbanisation depuis des années. Je prends note. Oui, je voulais dire qu'en fait, on n'est pas 120 000. L'été, on est 163 000 l'année dernière. Et l'année d'avant, on était 168 000. Mais enfin, bon, c'est pas très grave, 120, 160, il y a une petite différence. Mais il y a, entre le moment où on va voter le PLUI et le moment où il y aura une modification, ça veut dire qu'on est dans une période où on va être obligé de tenir compte du PLUI. Et donc, la commune ne peut pas se permettre aujourd'hui d'appliquer ce PLUI. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Et ce n'est pas des problèmes très importants, c'est des problèmes plutôt de détail qui font que je ne comprends pas pourquoi vous avez refusé et aligné sur une majorité de communes qui n'ont pas les mêmes problèmes, enfin que la Tranche-sur-Mer, les autres je ne sais pas, je ne connais pas, mais en tous les cas, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, vous avez le résultat. Quand on est en responsabilité, quand on est à la tête d'une commune et quand on est membre d'une communauté de communes, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, il y a le mot communauté. Et il y a certaines communes, en effet, dans cette grosse communauté de communes, la plus grosse communauté de communes de la région, hein, si on enlève les communautés d'agglomération aux communautés urbaines, ont leur spécificité. C'est-à-dire que si je prends la communauté de communes, le plus gros parc d'activité, il se trouve sur les communes de Saint-Jean-d'Hermine et Saint-Aubin-la-Plaine. Et clairement, là, il y a 300 emplois qui vont être créés sur le Vendée-au-Pôle. Et je le regrette, oui. Je voudrais, en effet, qu'il y ait plus de terres constructibles pour accueillir ces personnes. Parce que derrière, les personnes qui ne peuvent pas se loger, ça va poser des problèmes de recrutement au niveau des entreprises. Mais le problème, je pense, c'est que si on regarde toujours son intérêt particulier, et si on remène toujours des problèmes, des dossiers ou des plans comme le PLUI juste à l'intérêt particulier, on n'avance pas. C'est-à-dire que la France, elle ne s'est pas construite avec une addition d'intérêt particulier. Et à côté de communes Sud-Vendée Littoral, elle ne va pas se construire non plus avec une addition d'intérêt particulier. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi voir l'intérêt général. Et ça, je voulais vraiment vous le dire clairement, parce que j'ai hésité à intervenir lors du dernier conseil communautaire. Parce que personne ne remet en cause en fait, l'importance de la Tranche-sur-Mer au niveau de Sud-Vendée Littoral. Mais quelles que soient les communautés de communes que l'on a sur le département de la Vendée,
il y a des communes rurales, même la communauté d'agglomération des Sables-d'Olonne, il y a des communes comme Sainte-Foy que je connais très bien. Et on est obligé, en fait, de travailler avec tout le monde. Et si je reprends les propos tout à l'heure de notre président, il a bien dit que la plus petite commune avait son importance. Et parfois, quand je vous entends, je vous le dis simplement et sincèrement, je pense que vous l'oubliez, et vous oubliez l'intérêt général et le terme de communauté. Pas du tout. Vous vous trompez. On est, de toute façon... Alors, je vais vous répondre. Si aujourd'hui, vous avez des trésoreries, un redressement de la communauté de communes qui est acceptable, vous avez, grâce à la commune de La Tranche qui apporte pas mal d'argent dans votre communauté de communes, et en retour, on n'a jamais rien demandé. Et donc, ça a permis de financer beaucoup de petites communes. Et j'en suis ravi. Et donc, la solidarité, elle est là, elle est financière, cher monsieur. Alors, contrairement aux intérêts, ce n'est pas des intérêts privés, c'est un problème fondamental pour la commune de La Tranche. Voilà, donc je suis désolé, on ne peut pas accepter le PLUI tel qu'il est là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on vous a listé il y a quelques semaines, d'ailleurs pratiquement un mois et demi, les problèmes que ça posait pour la commune. On vous l'a envoyé. Donc, et d'ailleurs, on a aussi saisi le préfet et la DDTM. Voilà. Nous, on a des retours plutôt positifs. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Il fallait tenir compte de nos demandes, qui ne sont pas des demandes extraordinaires, mais qui sont importantes pour la commune. Voilà. Donc, comme vous ne faites pas un effort, il n'y a aucune raison que nous fassions un effort, et nous sommes déjà solidaires. Et ça, j'entends votre conversation qui m'insupporte. Parce qu'aujourd'hui, vous avez versé quoi à La Tranche-sur-Mer depuis qu'on est chez vous? Rien. Ben, par exemple, Serge... Bon, ça va. Il ne faut pas exagérer. Serge, on ne va pas faire le débat, je suis désolé. La ville de Luçon apporte autant que la commune de La Tranche dans le cadre de la communauté de communes Sud-Vendée littorale. Et la ville de Luçon, il n'y a que 10 000 habitants, mais c'est 10 000 habitants à l'année. Vous, c'est 160 000 habitants sur 2 mois. Bon, ce que je veux dire simplement, et quand tu dis que la commune de La Tranche apporte beaucoup et qu'on lui apporte rien, mais par exemple aujourd'hui, je suis désolé, tous les points enterrés, il n'y a qu'une commune de la communauté de communes qui a des points enterrés. Hein, c'est la commune de La Tranche. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre le paquet sur la commune touristique. Combien vous nous avez demandé de payer 100 000 euros. Et ce qui est tout à fait logique. Ce qui est tout à fait 100 000 euros. Ce qui est tout à fait logique. Mais de toute façon, la ville de Luçon participera aussi de la même façon, comme on l'a fait. La fibre optique, on a mis 1 500 000 euros au niveau de la ville de Luçon. Enfin, tout est comme ça. Je veux dire, ça ne nous pose pas de problème. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Et moi, je rejoins Philippe. On est ensemble ou on n'y est pas. Et puis en plus, quand tu dis effectivement que ce sont des détails, alors quand ce sont des détails, ben moi les détails, ben tous les jours je passe sur des détails au niveau de ma ville parce qu'autrement on s'en sort pas. Je veux dire, on est obligé de composer avec. Alors aujourd'hui on est quand même 42 communes. Putain, si on n'arrive pas à s'entendre tous ensemble, et c'est au détriment des petites communes qui sont aujourd'hui à la carte communale. Enfin, je sais pas si les maires qui sont en carte communale, il faut quand même se motiver et puis faire comprendre que c'est l'intérêt général, c'est pas l'intérêt particulier. Bon, j'ai arrêté là, parce que après, je Bien, merci. Je vais prendre un peu de hauteur, si vous le permettez. On a un territoire extrêmement riche, varié, parfois avec quelques divergences, vous le constatez, mais heureusement, très souvent avec beaucoup de convergences. Moi, ce que je propose ce soir, j'entends ce que dit La Tranche-sur-Mer. Il faut respecter son vote, c'est son droit. On l'a compris dans le cadre de la procédure, ça va nous permettre de retravailler. Ça nous laissera du temps. L'engagement que je prends, moi, ce soir, Serge, c'est avec les services de rapidement venir te voir pour qu'on puisse trouver un point de convergence, pour que d'ici la fin de la mandature, on ait un document abouti qui réjouira et qui plaira et qui satisfera l'ensemble de nos communes. C'est ce qu'on veut. J'entends le message ce soir. Et encore une fois, on est des gens intelligents dans le Sud-Vendée littoral. On est des Vendéens et on va faire ça à la vendéenne avec intelligence, pragmatisme, dialogue, écoute. Voilà, merci. Colline après colline, en fait. C'est ça. Bien, trêve de plaisanterie.
Écoutez, bon, je ne vais pas vous lire toute la délibération, hein, donc il est simplement proposé au Conseil, enfin pas simplement, il est proposé au Conseil communautaire, pardon, donc de faire appliquer les dispositions des articles du Code de l'urbanisme, hein, par rapport bien évidemment à la réglementation des plans locaux d'urbanisme et des documents tenant lieu, de tirer un bilan favorable de la concertation, d'arrêter le projet de PLUI de Sud-Vendée Littoral annexé à la présente délibération, de notifier pour avis le projet de PLUI de Sud-Vendée Littoral aux personnes publiques associées à son élaboration et aux personnes publiques ayant demandé à être consultées, de tenir le projet de PLUI Sud-Vendée Littoral à la disposition du public et de dire que la présente délibération sera affichée pendant 1 mois au siège de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et dans les mairies des communes membres. Donc on le soumet à votre vote. Qui est contre ? Donc il y a 3 voix contre. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc voté à la majorité avec 3 voix contre. Je fais la deuxième. Donc je présente la deuxième délibération. Donc cette deuxième délibération, c'est la passation d'un avenant numéro 2 à la convention opérationnelle d'action foncière entre la commune de Luçon, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et l'établissement public foncier de la Vendée en vue de réaliser un programme mixte de logement sur l'îlot de l'Adjurant-Barrois. Donc c'est près de l'ancienne piscine de la ville de Luçon. Hein, vous connaissez, on avait déjà passé une délibération, on avait passé un avenant numéro 1. Là, c'est l'avenant numéro 2, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque la déconstruction de l'ancienne piscine a été faite, ensuite, il y a eu des études de sol qui ont été faites, parce qu'on a une ancienne usine à gaz à côté, et en fait, les sols étaient pollués. Donc, pardon, excusez-moi, en plus, c'est moi qui sonne. Il a fallu donc effectivement faire des études de dépollution de sol pour savoir s'il fallait effectivement dépolluer ces sols ou pas. Ces études ont coûté environ près de 50 000 € quand même. Et il s'avère qu'en fait, il n'y a pas de pollution, donc ce qui est déjà très bien en soi. Donc il n'y a pas cette charge supplémentaire. Par contre, donc, on est sur un avenant de 50 000 € supplémentaires par rapport au premier avenant. Donc c'est ce que dit cette délibération. C'est-à-dire que cette démolition qui est prise, ce qu'on appelle c'est le fonds friche qui prend en compte cette démolition, 80% donc est prise en charge par l'EPF de la Vendée. Donc aujourd'hui, l'estimation des travaux est estimée à 570 000 € au lieu de 120 000 lors du premier avenant, et le reste étant donc l'EPF, l'établissement public foncier de la Vendée, prenant à sa charge 456 000 €. Et la collectivité, bien sûr, prenant le delta. Voilà. Donc, il vous est demandé d'accepter la passation de l'avenant numéro 2 à la convention opérationnelle de l'action foncière de la commune avec l'établissement public foncier de la Vendée et la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, et d'autoriser le président à signer donc, tous les documents relatifs à ce dossier. Une fois que ces annonces seront passées, et ensuite, lorsque le foncier sera revendu, donc la ville de Luçon, avec les recettes qu'elle induira, donc à peu près 500 000 €, pourra faire les aménagements autour de cet îlot. Voilà ce qui est proposé ce soir. Avez-vous des remarques concernant cette délibération ? Je ne pense pas. Je le soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Voter à l'unanimité. Pardon ? D'accord, ça va très vite. Donc, ok. Donc, voter à l'unanimité, merci. La troisième délibération, donc, c'est un avenant numéro 1. Alors, c'est un avenant, le premier, concernant effectivement la convention d'études en vue de réaliser un projet de renouvellement urbain au cœur du village de l'établissement, enfin avec la commune donc de Saint-Jean-d'Hermine, la communauté de communes et l'établissement public foncier de la Vendée. Donc là c'est pareil, c'est un projet donc d'une superficie d'environ 2700 € sur la commune de Saint-Jean-de-Beugnier. Pardon ? 2700 mètres carrés ? Ah, euros, ah non, pardon, 2700 mètres carrés, oui, excusez-moi, vous écoutez bien, donc c'est bien. 2700 mètres carrés, donc sur 3 parcelles cadastrées, et puis en fait, il convient d'ajouter une 4e parcelle,
c'est la parcelle cadastrée AB 217, Cise-le-Bourg, en zonage UA du plan local d'urbanisme, donc d'une superficie de 31 mètres carrés, tout simplement. Mais dans le cadre de la convention, donc il nous faut ajouter cette parcelle. Donc on soumet effectivement cet avenant numéro 1 à votre vote, et on vous demande d'approuver donc cet avenant et d'autoriser le président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Des remarques particulières? Philippe, non? Ok, très bien. Écoutez, on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, votez à l'unanimité. Merci. Oui, c'est bon. Bonsoir à tous. Moi, je vais présenter une convention de mise à disposition de locaux pour l'accueil de loisirs sur la commune de l'Île d'Elle. La commune de l'Île d'Elle a créé un espace qui va être dédié à l'accueil de loisirs. Bravo, monsieur le maire, c'était un beau projet. Et considérant donc que la commune de l'Île d'Elle met à la disposition de la communauté de communes les équipements communaux suivants: pour le pôle enfance-jeunesse, une ancienne salle de la garderie, une autre salle de danse et de biking, toutes les cours extérieures et jeux extérieurs, un restaurant municipal. Considérant que la commune de l'Île d'Elle a terminé la construction de son pôle enfance, que l'exploitation de ce nouveau lieu d'accueil peut intervenir à compter du 1er juin 2025, il convient de renouveler la convention de mise à disposition des locaux avec la commune de l'Île d'Elle pour l'organisation de l'accueil de loisirs. Nous avons rencontré, bien sûr, les élus de la commune et on est tout à fait d'accord sur les termes de cette convention. Donc je demande si vous l'approuvez et autoriser le président à signer cette convention. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Donc, je considère que tout le monde... Qui s'abstient? Donc, c'est très bien. Je vous remercie pour les enfants du secteur de notre Sud-Vendée. Je poursuis, cher président. Alors, après, nous allons sur Nallier. À Nallier, nous avons aussi, en continuité de partenariat engagé par la commune de Nallier, l'office socio-éducatif dans le strict cadre des compétences de la communauté Sud-Vendée littorale, il est bon de renouveler les tarifs que nous appliquons, qui permet, la convention établie, permet des montants à verser pour les années. Dans les 2 premières années, le tarif sera maintenu et les 3 années suivantes, 2026, 2027, 2028, il y aura une augmentation qui prend en compte le coût de la vie. Donc ça passera de 13 622,61 € à 18 521 €. Voilà. Il est donc proposé les termes de la convention de partenariat avec la commune de Nallier et d'autoriser le président à signer la convention de partenariat. Y a-t-il des réflexions? Qui est contre? Eh bien, qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Je vous remercie. Voilà. Alors, la 6, c'est les ALSH, je continue. Oui. Donc maintenant, nous passons aux tarifs applicables dans les ALSH. Si je retrouve toutes mes pages, ça serait bien mieux. C'est pas grave. Non, j'ai... Oui, merci. Il convient de poursuivre l'harmonisation tarifaire telle que nous l'avons validée lors des séances du Conseil communautaire du 13 mai 2022 et du 21 juillet 2022. Il s'agissait, comme nous sommes la fusion de 4 communautés de communes qui avaient des fonctionnements différents. Nous souhaitons que tous nos ALSH permettent aux parents de bénéficier des mêmes tarifs.
Et c'est pour ça, petit à petit, que nous régularisons les choses. Et c'est les tableaux que vous avez certainement lus avec beaucoup d'intérêt qui vous le prouvent. Voilà. Et je vous demande donc d'approuver cette demande et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention. Y a-t-il des réflexions, des remarques? Y a-t-il des abstentions? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie pour les emprunts de notre communauté de communes qui sont accueillis en ALSH. Bonsoir. Concernant l'école de musique intercommunale, la fixation des tarifs. Il convient de fixer les tarifs de l'école de musique intercommunale 2025-2026 et on vous propose, il vous est proposé de maintenir les tarifs de l'année précédente, qui est des tarifs qui ont maintenant 3 ans, qui ont été faits par rapport aux cautions familiales. Voilà, si tout le monde a les tarifs devant vous, vous avez les tarifs devant vous. Je vais vous demander s'il y a des questions par rapport à ces tarifs-là. S'il n'y a pas de questions, on va mettre au vote. Il vous est proposé de fixer les tarifs de l'école de musique tels que détaillés ci-dessus et de dire que ces tarifs sont applicables à compter du 1er septembre 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant l'espace culturel de Saint-Michel, c'est la même chose. Les tarifs pour l'année 2025-2026, à partir du 1er janvier 2026, il vous est proposé de maintenir les mêmes tarifs pour l'espace culturel que l'année précédente, ça veut dire l'année en cours 2025. Vous avez le tableau devant vous. Vous voulez que j'aille plus loin? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Concernant la médiathèque intercommunale, il faut savoir que la dernière 2025 qu'on a passé à la gratuité, il y a un certain nombre de petits tarifs sur des éléments, notamment pour les prêts de... Je suis en train de me perdre. Et on ne bouge pas les tarifs. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces tarifs-là? Des remarques? Puis on passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. L'espace culturel. Sur l'espace culturel qui est situé à Saint-Michel-en-Lerme, à compter du 1er janvier, c'est ce qu'on vient de faire, excusez-moi. Je suis un peu perdu. Mais non, c'est médiathèque qu'on a fait avant. Je suis perdu. Comment? Oui. Alors, sur les tarifs de l'espace culturel, on ne bouge pas les tarifs de même. On passe au vote. Il y a des votes contre, des abstentions. Personne. Médiathèque. Concernant les spectacles de la programmation culturelle intercommunale, fixation des tarifs. Là, il convient de fixer le tarif de la programmation intercommunale. Il est nécessaire d'adapter ces tarifs au type de spectacle, au prix de cession de ces spectacles et de proposer, qui peuvent être proposés aux spectateurs. L'appui en même temps de la société SPL Sud Vendée Littoral, Sud Attractivité pour la gestion et la vente de la billetterie de la programmation culturelle en e-commerce, en amont des spectacles et événements culturels. Voilà. Vous avez les achats de type, les achats des billets avant sur réservation au niveau Sud Attractivité, au niveau de la SPL. Les tarifs A étaient en 2025 25 € et 18 €, ils passeraient à 35 € et 25 €.
tarif B de 15 € et 10 € en 2025, qui passerait à 30 € et 20 € à partir du 1er septembre. Les tarifs C, qui sont en 10 € et 5 € actuellement, passeraient à 25 et 15 € à partir du 1er septembre 2025. Tarif D, 5 €, 2 €, passerait à 15 et 8 €. Tarif E passerait à 10 € et 5 €. Et tarif F, 5 € et 2 €. Par contre, pour les billets achetés sur place, là, il y a une majoration qui est appliquée. Les tarifs A étaient à 30 € et 20 €. Là, ils passeraient à 40 et 35 €. Les tarifs B, 17 €, 12 € passeraient à 35 et 30 €. Les tarifs C, 12 €, 7 € passeraient à 30 et 25 €. Les tarifs D passeraient de 7 € et 4 € passeraient à 20 € et 15 €. Tarif E, 12 € et 8 €. Et tarif F, 7 € et 5 €. Sur les spectacles scolaires, on ne bouge pas les tarifs. Et la gratuité est accordée aux personnes contribuant à l'organisation des spectacles ou aux gagnants des concours organisés par la communauté de communes ou par la SPL Vendée Sud Attractivité. Y a-t-il des questions ? Oui ? Qu'est-ce qui explique cette grosse augmentation ? Grosse augmentation, ça permet quelquefois, aussi... ça double. Les tarifs viendront en fonction de l'accueil des spectacles, de la qualité, des tarifs aussi, parce que souvent, les groupes qu'on souhaite faire venir, si on veut faire venir vraiment des personnes de haute qualité, les tarifs ne sont pas les mêmes. On a aussi du matériel complémentaire à louer, son, etc. Et en même temps, la différence au niveau de la charge, au niveau des cachets, plus la location de matériel est assez importante sur ces gros spectacles. C'est pour ça que le choix se fera aussi en fonction de la qualité, du coût des spectacles. Et le programmateur culturel de notre comité de communes, on choisira avec la commission les tarifs qui pourront être appliqués en fonction de ça, de la qualité des spectacles. Et en même temps, là, les tarifs qui ont été revus là ont été revus aussi en fonction de ce qui est programmé sur les spectacles de la région, aussi bien dans les villes des alentours, qui ont une programmation culturelle aussi de qualité. Je crois que c'est aussi, à un moment donné, on avait beaucoup de petits spectacles, c'est pour ça qu'on avait des tarifs bas, et on avait aussi le public ne venait pas en fonction de ça. On a monté la qualité, ce qui fait que les coûts des spectacles sont plus élevés, et demande aussi si on veut maintenir à peu près le nombre de spectacles qu'on a, parce qu'on a des spectacles qui vont des enfants qui peuvent aller après au niveau des personnes âgées, aussi des maisons de retraite. Il y a eu un certain nombre d'animations qui ont été faites avec des programmations. Voilà, on essaie aussi de toucher un public plus grand et d'aller aussi au plus près des communes avec l'itinérance des spectacles. Hein. On essaye aussi d'avoir un choix. Cette année, il y a un spectacle qui a tourné sur 4 communes de notre communauté de communes. On essaie d'aller au plus près des habitants. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. 2 abstentions. Pardon. 3. D'accord. Après, ça ne veut pas dire, ça dépend du spectacle, ça ne veut pas dire que sur la prochaine saison, qu'il y aura le tarif haut qui sera appliqué. Ça va dépendre aussi des spectacles qu'on pourra avoir, parce qu'il y a aussi le choix, mais il y a aussi la possibilité des disponibilités des troupes et des artistes qu'on peut accueillir. Mais c'est vrai qu'actuellement, on a, balance entre le cachet et le coût des spectacles et les rentrées au niveau recettes, qui est quand même une bonne différence.
Et ça limite, comme on a un budget qui est plafonné, ça limite aussi le choix, si on veut faire un choix de spectacle quand même plus intéressant au niveau et une reconnaissance aussi de la qualité de la programmation culturelle qui peut être faite sur notre communauté de communes. Il y a ça aussi. C'est bon? Il y a d'autres questions? Non? Il y a 2 abstentions, hein, c'est ça? Bien, merci. Et le point 11, c'est le Jean-Baptiste. Confirme. Et pareil, sur le niveau du Jean-Baptiste, il convient de fixer les prix du théâtre Jean-Baptiste situé à Chailly-les-Marais. À compter du 1er juillet 2025, il est proposé de maintenir les tarifs du théâtre Jean-Baptiste situé à Chailly-les-Marais de la manière suivante, comme vous avez au niveau du tableau. Il est précisé aussi que pour les résidences de création, le théâtre pourra être mis à disposition à titre gratuit pour des compagnies le demandant. Après avis du service de programmation culturelle, ces mises à disposition feront l'objet d'une convention précisant les contreparties attendues par la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces tarifs? Pas de questions. Il vous est proposé de fixer le tarif de location du Jean-Baptiste situé à Chailly-les-Marais tel que détaillé ci-dessus et de dire que ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2025 pour les locations postérieures à cette date. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, je crois que c'en est tout pour moi. Maintenant, je crois que c'est à Patrice. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous présenter la délibération concernant les tarifs de nos 2 piscines intercommunales, la piscine Océane à la Tranche-sur-Mer et Port-Océane à Luçon. Les derniers tarifs dataient de 2023. La commission a voté ces nouveaux tarifs le 5 mai 2025. Donc, sur l'ensemble, on vous propose une augmentation de 4% pour compenser évidemment les hausses qu'on a pu subir en fonctionnement notamment. Il y a différentes choses qui sont validées. Donc, sont supprimés, par exemple, l'abonnement mensuel familial qui donnait peu d'accès. Donc, on vous propose de le supprimer. On vous propose également de continuer les entrées pour la saison estivale en Océane à la Tranche-sur-Mer pour la période du 1er juillet au 3 septembre. Donc, notamment pour les individuels à 6 € et ainsi de suite sur les autres. Donc, c'est un peu plus cher que les piscines en temps normal, qui sont à 5,20 € l'unité. La gratuité, on continue de la mettre pour les enfants de moins de 3 ans, également pour les enfants de moins de 18 ans, pour les groupes médico-sociaux. On vous propose aussi la gratuité pour des gagnants de différents concours. Donc, c'est des bons d'entrée à la piscine qui permettraient aux enfants, voire aux adultes, de découvrir la piscine et donner l'envie de revenir. Aussi sur des offres promotionnelles ponctuelles qui pourraient être mises en place pour valoriser certains temps forts de l'année, favoriser la fréquentation de nos équipements. Bien sûr, les accès aux tarifs réduits sont reconduits, bien sûr, pour les enfants de 3 à 18 ans, les étudiants, les agents de la communauté de communes, les usagers membres des comités d'entreprise, les personnes sans emploi, les usagers faisant partie des groupes médico-sociaux, les résidents d'EHPAD et les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne les tarifs qui étaient prévus pour les événementiels, notamment sur la piscine Océane, sont supprimés parce que ça ne donnait pas lieu à reconduire ces tarifs-là. Le créneau sport santé, on ne vous propose pas d'augmentation, tout comme l'espace détente de Luçon ou de la Tranche-sur-Mer, pas d'augmentation, sachant que celui de Luçon est fermé, qui va être rénové pour la fin de l'année, et celui de la Tranche a été rénové partiellement. Ce qui concerne les massages, on vous propose espace détente plus piscine, pas d'augmentation. En ce qui concerne les bébés nageurs de 6 mois à 3 ans, donc c'est un tarif pour 2 adultes plus le bébé.
les prix 30 séances sont supprimés parce qu'on n'avait pas de demande particulière. En ce qui concerne l'école de natation, à partir de 4 ans, on propose une augmentation également de 4%. On passe au passage unique de 12 à 12,50. Les séances de 10 séances sont supprimées parce qu'on n'avait pas la demande. Pour Onicéane, en période d'été, on est un peu plus cher, à 13 €. En ce qui concerne l'activité fitness aquatique, on vous propose une augmentation de 4%. Pour l'aquagym, une augmentation de 4%. En ce qui concerne la natation scolaire, donc pour les écoles hors communauté de communes, notamment les écoles primaires de Grand Littoral, le créneau passe de 150 à 155. Pour les collèges, on note une substantielle augmentation. Donc c'est la participation des collèges du département sur délibération du conseil départemental. La ligne d'eau à l'heure passe de 15 à 27 et pour les 4 à 5 lignes, on passe de 45 à 81 €. Pour les lycées, on augmente légèrement les lycées, on maintient à 15 € la ligne et 45 les 4-5 lignes. Pour les locations de bassins ponctuels qui peuvent être demandées, notamment pour Vendée Sauvetage Côtier ou des organismes extérieurs qui viennent pour faire des stages, notamment sur la piscine de la Tranche-sur-Mer, le tarif est maintenu à 30 €, le grand bassin et petit bassin à 25 €, et tout cela par heure. Voilà ce que je voulais vous présenter en termes de modification pour les tarifs de nos 2 piscines. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Un micro. Attends, prends un micro, je te laisse. On va vraiment ici. Est-ce que... Allez, très bien. Merci. Merci, Manuel. Je vais prendre le micro. Super. Merci, Manuel. Oui, bonsoir à tout le monde. Juste une question, c'était par rapport à la différence du tarif pour les lignes d'eau entre les collèges et les lycées. On voit que pour les lycées, il n'y a pas de changement de tarification, 15 € la ligne avant et après, et on double de 15 € à 27 € et exactement pareil. Alors c'est le département qui a voté cette augmentation, c'est pas nous qui l'avons faite, c'est le département qui nous propose l'augmentation qui a été votée lors du conseil départemental. Ce n'est pas une augmentation du fait de la collectivité, c'est le département qui lui-même a voté cette augmentation pour les collèges. Parce que le collège reçoit des subventions et donc il les répercute pour que les collèges puissent aussi nous répercuter l'augmentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de fixer les tarifs des piscines intercommunales Onis-Océane et Port-Océane tels que détaillés, de dire que ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, toujours en ce qui concerne donc là, on passe aux salles intercommunales et l'utilisation par les collèges. Donc là, on est sur une convention de mise à disposition à titre de gratuit des équipements sportifs communautaires pour les collèges jusqu'à aujourd'hui. Le conseil départemental de la Vendée a voté le montant de ces aides et le coût d'utilisation des équipements sportifs est fixé selon ces dispositions par délibération du 12 décembre 2024. Donc jusqu'à maintenant, il y a une mise à disposition gratuite des salles de sport et donc au bénéfice des collèges. Et donc maintenant, les collèges bénéficient d'aides d'équipement du conseil départemental. Donc c'est tout comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'augmentation pour les piscines. À compter du 1er septembre 2025, nous allons toucher pour les salles spécialisées doujou, danse, gymnastique, par heure 6 €. Et pour les salles de sport, gymnase, également par heure 11 €. Alors que c'était gratuit auparavant. Et donc ça, c'est un vote aussi du conseil départemental. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de remarques? Donc, je vous propose de fixer les tarifs des salles de sport intercommunales pour les collèges tels que détaillés que je vous ai présentés et de dire que ces tarifs sont applicables à compter du 1er septembre 2025. Merci. Oui. En ce qui me concerne, il s'agit de la fixation des tarifs des actions de prévention collective senior et des actions de
prévention du contrat local de santé. Ce sont des actions qui permettent aux personnes en général de renforcer le lien social, de lutter contre les disparités. Ce sont des actions qui ont énormément de succès tous les ans. C'est une vraie réussite. On vous distribue pour la prévention senior, vous avez toujours ce petit fascicule. Et voilà, donc en ce qui concerne, il y a un seul tarif, mais il y a un tarif A avec gratuité. Donc soit c'est la gratuité pour les cycles d'une séance ou plus, ou soit 10 €. Donc je vous demande de fixer les tarifs des actions de prévention et dire que ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des questions d'abord? Des abstentions? Merci. Ensuite, on va vous proposer d'adhérer à la communauté de santé mentale de Vendée. Cette adhésion nous permettra de participer donc à ce projet de communauté psychiatrique de territoire. La communauté de communes en serait membre associé avec le même pouvoir de parole, il n'y aurait pas de distinction. Donc dans les membres, bien sûr, il y a l'hôpital psychiatrique, il y a tous ceux, Georges Mazurel, le centre hospitalier Loire-Vendée, Océan, et d'autres, beaucoup d'autres, nous, donc les membres associés. Et ça rentre dans le cadre du contrat local de santé, donc l'acte 5. Vous avez tout le détail de cette convention en annexe. C'est quelque chose de très important. La santé mentale a toujours été un peu laissée à l'abandon. Maintenant, ça fait partie des projets prioritaires en termes de santé. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Françoise, juste préciser que pour la ville de Luçon, parce que comme il y a l'hôpital de proximité sur Luçon, il y aura une représentante, donc c'est Yveline Thibault qui a été désignée hier soir au conseil municipal pour la ville de Luçon. Oui, également, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des observations, des abstentions? Bon, donc je vous demande d'approuver la convention constitutive de la communauté psychiatrique de territoire pour la Vendée, dénommée Communauté de santé mentale de Vendée, d'adhérer à la communauté de santé mentale de Vendée gratuitement au titre de membre associé et d'autoriser le président à signer les documents relatifs à ce dossier. Abstention? Opposition? Bon, merci. Bonsoir à tous. Le point 16, marché de maintenance multitechnique des bâtiments de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc on a affaire au lot 3, c'est la vérification réglementaire et la maintenance dépannage des ponts roulants. Donc là, on nous propose d'acter un avenant numéro 4 pour la tranche optionnelle. Donc c'est un marché qui dure parce que c'est un marché qui avait été conclu le 31 décembre 2023 avec des reconductions pour 2024, 2025. Et puis on aura une troisième reconduction au 1er janvier 2026. Donc lors du contrôle de fonctionnement, un dépannage a eu lieu le 30 janvier 2025 sur le pont roulant du bâtiment Vendée 7. Il y avait un dysfonctionnement au niveau du palan numéro 2. Le limiteur de charge était HS. Donc il vous est proposé de signer un avenant avec l'entreprise Atelier de la Chaînette qui est située à Parthenay. L'avenant est d'un montant de 1 519,82 € hors taxe et le montant initial du marché était de 2 500, ce qui fait qu'on porte le nouveau marché à 4 019,82 €. Y a-t-il des questions, des remarques, des précisions? Donc, dans ce cas-là, je vous propose d'approuver cet avenant numéro 4. Pour le lot 3, vérification réglementaire, maintenance et dépannage des ponts roulants tels que présentés, d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents de l'avenant et d'inscrire les dépenses correspondant au budget d'exercice concerné.
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, point 17, c'est l'adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'énergie. Donc le CIDEV relance son marché pour l'électron, mais également le gaz. Donc il nous est proposé de rentrer dans ce groupement d'achat. Alors c'est un marché, là on rentre dans le groupement d'achat. L'appel d'offres sera pour 2026 parce qu'on est doté d'énergie jusqu'à fin 2026, c'est pour 2027. Donc on s'y prend un peu à l'avance. On est en train de regarder au niveau du CIDEV les quantités d'achat d'électrons et de gaz. Et il est proposé à la communauté de communes d'adhérer à ce marché. On y était déjà. C'est un renouvellement. Y a-t-il des précisions sur le sujet? J'ai déjà eu quelques maires qui m'avaient appelé sur le sujet pour savoir quelle position il fallait avoir. Rentrer dans le marché, ce n'est pas forcément signer le marché aujourd'hui. Y a-t-il des remarques, des précisions? Donc, je vous propose d'approuver les termes de la convention pour le groupement d'achat d'énergie. Donc, je précise bien, c'est électricité et gaz. Et puis d'avoir tous les engagements tels que notés sur la délibération, d'engager les règles, les sommes, les dus, etc., les titres du marché. C'est un accord cadre et un marché qui représente tous les consommateurs en Vendée qui peuvent rentrer dans ce groupement d'achat. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 18 concerne la dissolution du syndicat mixte de pistes d'éducation routière. Il nous faut répartir donc l'actif et le passif sur la base des comptes administratifs. Ce syndicat qu'on appelle donc le Saint-Père. N'y voyez aucun rapport ou causalité avec quoi que ce soit. Léon XIV va bien. S'agissant des résultats à la sortie de l'exercice 2024, ils ressortent ainsi. En investissement, on a un résultat de 13 898,79 € et en fonctionnement, 12 803,64 €. La clé de répartition qui a été retenue avec nos voisins de Vendée Grand Littoral, c'est en fonction de la population. Donc pour Vendée Grand Littoral, on a 76,01 et puis pour ce qui nous concerne, 23,99 puisqu'étaient concernées uniquement les communes de l'ancien territoire du Pays Maroilais. Ce qu'on propose, c'est pour la part nos revenants de récupérer en investissement 3 420,68 € et en fonctionnement 2 959,85 €. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. J'en profite avant de passer au vote pour remercier Cédric Guindo qui s'est occupé de ce dossier pour le compte de la collectivité. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Point 19, on nous demande un avis sur des demandes d'adhésion et de retrait au syndicat Unimar. Vous savez que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral est membre de ce syndicat et conformément au statut du syndicat, nous sommes sollicités pour donner notre avis sur plusieurs évolutions de sa composition. Il s'agit d'une part de la demande de retrait de l'Union des Marais Mouillés de la commune d'Échillé et d'autre part de la demande d'adhésion des communes d'Archiac, Jonzac et Ardilières. Donc, comme tout le monde doit avoir un avis très ciselé sur le sujet et vu l'enjeu, il est donc proposé de donner un avis favorable aux deux demandes. Il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Cham. Oui, bonsoir à tous. Donc, le point 20, c'est l'autorisation de déversement des eaux pluviales de l'établissement industriel Saint-Hermine 2022, qui est situé au Vendéopole, parc Atlantique de Saint-Jean-d'Hermine, vers le réseau pluvial du Vendéopole. Donc, la société Saint-Hermine 2022 est la structure juridique porteuse du projet d'entrepôt logistique EXIA. Quelques chiffres, parce qu'il ne passe pas inaperçu ce bâtiment sur ce territoire. La surface du terrain, donc, c'est 142 600 m². L'entreprise au sol du bâtiment, c'est environ 32 000 m², quand même. C'est avec des surfaces imperméabilisées, c'est à peu près 45 000 m² en tout qui sont imperméabilisés, donc c'est pas rien. C'est un stockage de 30 000 tonnes avec un entrepôt de volume de 407 000 m3. Donc, vous regarderez les dimensions, mais ce n'est pas anodin. Donc, cette société donc, a sollicité donc, pour déverser les eaux pluviales. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus faire
ce raccordement sans passer par des obligations très claires. Elle devra installer donc un dispositif de pré-traitement avec un bassin d'orage de 2202 mètres cubes qui sera mis en œuvre donc par l'entreprise. Elle devra donc mettre des séparateurs d'hydrocarbures, des régulations de débit, de rejet, un peu, bon, qui ne sont pas si simples que ça à mettre en place, hein, je peux vous le dire. Et puis après, elle devra faire de l'autosurveillance des eaux de sortie pluviales. Et la communauté de communes pourra réaliser des prélèvements inopinés. Évidemment, des déversements sont interdits, hein, les eaux usées domestiques, les eaux usées, le contenu des fosses septiques, évidemment, les ordures ménagères, même broyées, les huiles usagées. Donc tout ceci est très contrôlé. Donc l'autorisation de déversement de pluviales est consentie à l'entreprise pour une période de 5 ans. Donc, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des questions ou des précisions? Je vous demande de réparer les coquilles qui ont apparu sur le document, hein, que j'ai vu après. Mais c'est pas moi qui l'ai rédigé. Hein. Donc, c'est plus Madame la Présidente, c'est bien Monsieur le Président, hein, qui doit signer l'autorisation de déversement des eaux pluviales de l'établissement. Et ce n'est pas Corallium, hein, c'est bien, ça termine 2022. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie, Monsieur le Président, vous pouvez signer. Donc, je reprends le relais. Bonsoir à tous. La première, c'est une évolution du phasage du projet du village vacances qui se fait à Mareuil. Ils avaient 2 phases, la 1 et la 2, en 24, 25 et en 26. Et en fait, la partie réfectoire qui devait être faite dans la première phase va être faite dans la deuxième. C'est cette seule modification donc, pour la subvention qu'on leur verse. Et la deuxième chose, c'est ils ont demandé une subvention au Pays de Loire, donc à la région, par le dispositif Agir Tourisme, et il faut l'autorisation de la Comcom. Voilà. Donc c'est pour le village vacances de Mareuil. Ce que je vous propose, c'est de valider le nouveau phasage, d'accepter que la région leur donne un financement et d'approuver la mise en place de la convention. Y a-t-il des questions? Non. Je passe au vote. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Le deuxième point, c'est la société Atibel. Si vous vous souvenez, nous avait demandé des financements pour un nouveau bâtiment de 1950 mètres carrés. On leur avait promis 40 000 euros. Atibel, finalement, ne va pas construire le bâtiment. Ils nous ont informé ça par un courrier du 15 avril 2025. En fait, le nombre de commandes qu'ils ont reçues était inférieur et donc ils vont retarder ce projet. L'idée est donc d'annuler la subvention pour l'instant de 40 000 euros qu'on leur avait accordée. Y a-t-il des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Le troisième point, 23, c'est l'acquisition d'un bien immobilier. Comme vous le savez, c'est la Comcom qui gère toute la partie économique. Donc, c'est un bien immobilier qui est à l'Aiguillon, que l'on rachète à l'Aiguillon pour une société qui va nous le racheter à nous, Comcom. C'est la prochaine délibération, c'est la société Grain d'Épis. C'est un bâtiment de 1254 mètres carrés que nous rachetons à 35 000 euros hors taxes, plus les frais de notaire. On vous propose donc d'acquérir ce bien, d'autoriser la signature par Monsieur le Président. Y a-t-il des questions? Non. Merci. Je passe au vote. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Merci. Le point 24, c'est la vente de ce que je viens de vous présenter, donc à la société Grain d'Épis. Ça n'a pas changé, toujours 1250 mètres carrés. Et le tarif est donc de 36 600, c'est le prix d'achat plus les frais de notaire que l'on met en plus du prix. Voilà ce que je vous propose, donc c'est de céder ce terrain de 1254 mètres carrés aux 36 600 euros hors taxes, d'autoriser Monsieur le Président à signer
ou à se faire représenter. Quelqu'un a-t-il des questions? Non? Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non? Pardon. OK. Une voix. Merci. Les suivantes. Alors là, je vais vous présenter, il y a 4 ou 5 points qui sont en fait les mêmes. Dans leur globalité, le prix est différent, mais dans leur globalité, les conditions sont les mêmes. Vous vous souvenez vous savez qu'il n'y a plus beaucoup de terrain au Vendéopole, qu'il n'y a plus beaucoup de terrain à Luçon et qu'il n'y en a pas beaucoup sur les 42 autres zones d'activité. Donc nous avions voté il y a un petit moment de commencer à racheter des terrains à Sébastopol, sur la zone Sébastopol de Luçon. On avait racheté, si vous vous en souvenez, un terrain à la commune de Luçon il y a 1 an de mémoire, que l'on a revendu à la serrurerie luçonnaise, qui est en train de faire un magnifique bâtiment pour transférer ses activités qui sont en expansion. Et là, donc, ce que je vais vous présenter sur les 5 prochaines, mais je ne vais pas vous relire chaque fois les conditions parce qu'elles sont exactement les mêmes, je pense que vous les avez lues. Je vais vous présenter le rachat de 5 terrains à des agriculteurs. Alors, ça se passe en fait, les négociations ne sont pas faites du prix, ne sont pas faites par nous, mais elles ont été faites par la SAFER. Et le montant d'indemnité d'éviction est aussi discuté par la SAFER. Globalement, les prix au mètre carré sont de 3 € et les indemnités d'éviction sont de 2,02 € au mètre carré. C'est valable, ce que je dis là est valable pour tout le monde. Alors derrière, je vais vous donner le titre. Donc c'est l'acquisition de la parcelle cadastrée ZR45, donc à Sébastopol, auprès de l'indivision Perdriau, dans le cadre de l'extension que je viens de vous expliquer. Et les conditions qui sont les mêmes pour les 5 autres qui sont derrière, c'est que le GAEC l'Aurore, qui aujourd'hui utilise les surfaces, pourra bénéficier des surfaces jusqu'au jour où on les aménagera, ce qui semble assez logique. La communauté de communes, à partir du moment où on a acheté, on peut faire dès à présent sur le bien tous les relevés, sondages, arpentages, bornages, ainsi de suite, parce que chaque fois qu'on vend à une entreprise, on doit faire ça avant de pouvoir lui vendre, donc ce qui nous fait gagner du temps si on veut le commencer tout de suite. Et Monsieur le Président a reçu délégation pour constituer, modifier toutes les servitudes de droit privé d'origine conventionnelle au bénéfice d'autrui. Voilà, c'est ça les conditions, donc je ne vais pas les répéter pour les 5, mais rappelez-vous, le prix 3 € du mètre carré, l'éviction 2,02 € du mètre carré, c'est valable pour toutes les surfaces. Alors la première surface, elle fait... J'en ai tellement. 38 980, voilà. 38 980 mètres carrés. Voilà, donc ce que je vous propose pour la première que je vous ai citée, c'est d'autoriser l'achat de la parcelle du terrain tel que je vous l'ai décrit, au prix que je vous ai décrit, qui fait 116 940, et autoriser, Monsieur le Président, à signer les actes, et ainsi que la convention d'éviction avec le prix que je vous ai donné, qui monte pour ce terrain-là à 35 000 €. Y a-t-il des questions? C'est ce que je répète, ce que j'ai dit là est valable pour les 4 autres que je vais citer maintenant. Donc si vous avez des questions sur les montants, tout, rien. Donc je vous propose de passer au vote. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non? Merci. La deuxième, donc, qui est sur le même modèle, c'est l'acquisition de la parcelle ZR50, toujours sur la commune, pour Monsieur et Madame Coulet. Donc celle-ci, le prix est de 41 070, toujours la même chose. Le montant de la d'éviction est 27 747,39. Voilà, c'est ça. Et ce que je vous propose, donc, c'est la même chose, d'autoriser l'achat, d'autoriser la convention d'éviction, d'autoriser, Monsieur le Président, à signer. Quelqu'un est-il contre? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de questions. S'abstient? Non, merci. La suivante, c'est l'acquisition de la parcelle ZR68, toujours commune de Luçon, près de l'indivision naturelle. Là, on parle d'un prix de 61 209
et d'une convention d'éviction de 41 353,54. Ce que je vous propose, c'est d'autoriser l'achat du terrain, la convention d'éviction et d'autoriser Monsieur le Président à signer. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non? Merci. 28, c'est l'acquisition toujours de la parcelle, cette fois-ci ZR 70, toujours à Luçon, auprès du consort Coulet-Guéget. J'espère que je dis bien le nom. Cette fois-ci, nous sommes à 39 429 de prix d'achat, à 11 587 de convention d'éviction. Je vous propose donc l'autorisation de l'achat, de la convention d'éviction, d'autoriser Monsieur le Président à signer. Y a-t-il des questions sur la dernière? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Merci Bruno. Point 29, il concerne la résiliation, je vais y arriver, amiable par anticipation du bail amphithéotique de droit commun entre la commune de Luçon et la communauté de communes du littoral, qui portait donc sur le bien situé chemin de Saint-James. Pour faire simple, c'est là où se trouvait le service de collecte des déchets, pour ceux qui connaissent. Maintenant qu'on a inauguré notre nouveau centre technique intercommunal, on n'a plus besoin d'utiliser les locaux. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est de résilier ce bail et de restituer à la ville de Luçon le bien qui lui appartient. Ce bail, on vous rappelle simplement qu'il avait été signé en 2012 par le SMEOM à l'époque, et que, bien sûr, tous les travaux qui ont pu être réalisés d'entretien ou, je dirais, d'aménagement étaient à notre charge, et que ça n'ouvrira pas droit à une indemnité. On ne pourra pas nous demander à la ville de Luçon une quelconque indemnité pour ça. Et puis, point important, c'est que vous savez, à chaque fois qu'il est fait appel à la procédure de réception et d'authentification des actes administratifs, il est proposé que la Comcom le fasse par le biais, donc, en général, du président et du vice-président. Mais en l'espèce, là, comme Dominique est aussi intéressé à l'acte, puisqu'il est le maire de la commune de Luçon, on vous propose que ce soit Bruno qui représente la Comcom dans ces actes administratifs. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je le mets à vos voix. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Le point 30, c'est le versement d'une indemnité pour perte de récolte au profit d'un exploitant sur la commune de la Réorte. On est sur la zone de Champ-Marotte. Monsieur Coulet et Jérôme lancé une récolte. Il l'a perdue puisqu'on a dû faire des diagnostics archéologiques. La parcelle, elle faisait 17 900 m² et l'indemnisation, on propose de la faire comme on le fait habituellement dans ce genre de cas, avec, une grille très claire. Il y avait des travaux du sol, des compactages, herse, de la semence, du désherbage et des engrais. Donc, on lui rembourse simplement les frais engagés dans le cadre de cette culture, qui représentent 1 415,03 €. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Philippe. Donc, point 31, qui concerne la modification du règlement relatif aux aides à l'amélioration des logements existants dans le cadre du guichet unique de l'habitat. Donc c'est très simple. Il y a depuis la fin de l'année 2000, depuis le 1er janvier 2025, donc il y a eu la fin de l'aide financière de Vendée Eau pour la mise aux normes des assainissements non collectifs. Et ça entraîne une modification du règlement de Sud-Vendée Littoral pour qu'on donne une aide de 1 000 €. Donc nous, c'est par contre uniquement pour les très modestes. Il n'y a pas de condition de revenu chez Vendéo. Là, concernant Sud-Vendée Littoral, ça sera uniquement les très modestes. Et c'est important parce que ça permet de débloquer l'aide de 1 000 € de l'ANA, tout simplement. Et après, la simplification de la rédaction des règlements d'aide, c'est simplement une simplification administrative en vue de l'instruction des dossiers, c'est-à-dire que quelques pièces dont il n'y avait pas forcément d'utilité qui ne sont plus demandées en fait lorsque les gens déposent leurs demandes. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? C'est temps que ça s'arrête. Je vous remercie. Merci Philippe. Les 7 délibérations à suivre vont faire plaisir à nos communes puisqu'il s'agit de fonds de soutien intercommunaux. La première, donc c'est le point 32, elle concerne la commune de Corp. Corp qui a des projets de travaux de voirie qui concernent donc des réfections de chaussée sur le chemin de la CEP, chemin du Croix-Giron, et donc les travaux s'élèvent à 66 016,02 € et elle sollicite donc la Comcom à hauteur de 20
700 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je le mets à vos voix. Les gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci pour la commune de Corp. Une enveloppe de 20 700 € pour ce soir. La suivante, elle concerne la commune de Bessay. Bessay qui nous sollicite pour l'aménagement, le traitement de l'accessibilité et la renaturation des cimetières. Le montant des travaux, lui, est de 82 231 € hors taxe et la sollicitation de la commune, c'est 19 104 €. Est-ce que vous avez des questions? Les gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Bessay repart donc avec 19 104 € ce soir. Fonds de soutien intercommunal, toujours pareil, pour la commune de La Taillée. La Taillée, donc, qui est un projet de création d'un terrain multisport. Le projet est à 52 248,25 € et elle sollicite donc Sud-Vendée Littoral pour 20 246 €. Des questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, un chèque aussi pour la commune de La Taillée, 20 246 €. Ensuite, on a un fonds de soutien pour la commune de Saint-Martin-Lard en Saint-Hermine, cher Jo. Donc là, on a un projet d'aménagement pour les extérieurs de la salle polyvalente. Le montant des travaux, 120 281 € et le fonds de concours s'élèverait, si vous en êtes d'accord, à 19 118 €. Des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, 19 118 € pour vous. C'est parti. La commune de Trièze. Trièze, elle a des travaux de voirie également. Ça concerne donc un cheminement péton rue Nationale et Grande Rue, et également route de la digue de la Bouillère. Les travaux sont estimés à 79 688 € et le montant sollicité, 23 554. Des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci pour Trièze. Je sais pourquoi vous êtes si nombreux ce soir finalement, c'est que vous venez tous récupérer un peu d'argent. Formidable. Ah oui, bien sûr, le malin. Attribution ensuite d'un fonds de soutien à la commune de Vouillers. On est sur des aménagements extérieurs et l'agencement de la cantine garderie. Du coup, les travaux sont de 100 753,90 € et le montant sollicité, 22 601 €. Est-ce qu'il y a des questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci pour la commune de Vouillers-les-Marais. Et dernier fonds de soutien, il concerne la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. On a commandé des travaux de réhabilitation et de sécurisation du boulevard de la Forêt. Le coût de l'opération est de 248 427 € et le montant du fonds de concours s'élèverait à 63 618 €. Des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? Formidable. Merci beaucoup pour tous ces projets qui vont se poursuivre avant la fin du mandat. Formidable, messieurs, dames. J'y vais, merci. La série des chèques s'arrête. Je vais vous demander un petit peu d'argent. Donc, on va vous faire une petite présentation en ce qui concerne le schéma intercommunal de la restauration collective. Le temps que le diaporama se mette, ça sera un peu plus ludique de vous présenter ces différents points. C'est remercier ainsi l'ensemble des services et je remercie et j'associe Françoise sur ce travail qui nous a occupé depuis plusieurs années avec Brigitte et Nicolas. Donc, effectivement, c'est l'élaboration donc, du schéma intercommunal de la restauration collective donc, qui contribue à la réalisation d'un plan d'action donc, du projet alimentaire territorial qui est inscrit dans les différents objectifs de notre PCAET, mon cher David. Donc effectivement, on vous rappelle que historiquement, cette restauration collective elle était portée sur le pays de Saint-Hermine, puis ensuite on a eu la fusion de nos 4 communautés de communes, ce qui fait qu'un certain nombre de communes se sont ainsi rajoutées. Aujourd'hui, la cuisine centrale approvisionne 13 communes, donc on a Saint-Hermine et Saint-Jean-de-Beugnies qui font Saint-Jean-d'Hermine, Saint-Aubin, Tiré, La Jaudonnière, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Martin-Lard, La Réorte, Saint-Juire, Saint-Étienne-de-Briouet, Chanay, Les Manilles et Champagné, ainsi que les services de la communauté de communes, donc on y retrouve les 3 LSH et les 2 crèches. Juste vous rappeler également qu'à l'heure d'aujourd'hui, la livraison actuelle est de 1100 repas par jour au sein de nos écoles, avec 200 à 300 repas sur les autres périodes de l'année. L'objectif de ce travail qui a été mené, c'est d'une part différents points qui ont été retenus, donc c'est de poursuivre ce déploiement avec un nouvel objectif qui va suivre. Donc d'une part, donc, le mode de gestion, c'est le service commun. Ah, la manette ne fonctionne pas, si, c'est bon. Effectivement, donc c'est un service commun qui va être élargi. Donc la production sera en liaison chaude. Donc on va vous présenter ensuite pourquoi une liaison chaude.
la localisation, un nouveau centre au sein du territoire, donc c'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle cuisine centrale qui sera construite pour s'adapter aux différents objectifs du territoire. Alors ça lève 2 questions. Celle qui existe aujourd'hui sera fermée lorsque l'hôte sera opérationnel, donc il y aura quelque chose avec une transition bien évidemment. Et ensuite, la question qui pourrait venir, c'est qu'est-ce qu'on en fera? Moi, je vous dis, à l'heure d'aujourd'hui, on partirait vers une vente, mais comme vous allez le voir, ce n'est pas avant 2029-2030, donc on aura largement le temps de se poser cette question. En ce qui concerne la capacité qui est estimée, la capacité, alors on avait 1100 repas, là on est parti sur une structure à 3000 repas jour. Alors, on a pris en compte ceux qui étaient déjà existants, les communes qui ont déjà ce service qui est externalisé, pris en compte ensuite, en fonction des différentes communes, ceux qui ont du personnel communal, mais qui est âgé de plus de 56 ans, avec effectivement une évolution qui pourrait être possible, et ensuite l'évolution de la population. Le 3e critère, c'était l'évolution de la population qui utilise ces services communs. On voit qu'effectivement, il y a une demande. Donc, lorsqu'on réunit ces 3 critères, on arrivait à un estimatif de repas à 2700. Donc c'est pour ça qu'on a fait une jauge à 3000 repas jour. Alors pour ces 3000 repas jour, donc effectivement ça sera en liaison chaude. Donc c'est un choix qui a été défini et validé au COPIL du 3 octobre 2024. Donc le maintien de la liaison chaude garantit une continuité de service donc pour les communes déjà adhérentes sans nécessité d'adaptation logistique ou d'investissement supplémentaire. C'était un point que nous avions pu relever lors des différents retours et des différentes enquêtes, c'est de ne pas avoir d'investissement supplémentaire au sein de vos communes ou de vos cantines ou de vos écoles, puisqu'effectivement, il n'y a pas forcément les locaux disponibles et un certain nombre d'entre vous aviez déjà acheté du matériel, donc l'objectif c'était d'être opérationnel. Les communes évitent ainsi l'achat des cellules de refroidissement et des fours de remise en température, ce qui limite les investissements et réduit la consommation énergétique sur site. On a ensuite le service simplifié pour les offices en évitant la gestion de la remise en température et en limitant les manipulations des denrées. On sécurise d'un point de vue sanitaire qui est entièrement maîtrisé par la cuisine centrale et grâce à la création d'une légumerie, puisqu'on aura une légumerie associée à cette cuisine centrale. Donc ça permettra, alors il y aura moins de besoin de stockage, donc ce qui permettra d'être aussi opérationnel. Il y aura moins besoin de stockage et de conditionnement puisqu'on va directement travailler les légumes sur place en lien avec la légumerie située juste à côté. Donc ce schéma, il y avait 5 objectifs majeurs. On vous les liste, qui étaient accroître l'adhésion des communes aux services communs. Le 2e objectif, c'était valoriser les emplois du secteur. Le 3e, offrir une prestation qualitative liée au projet alimentaire territorial. On y retrouvait un 4e objectif qui était sécuriser juridiquement la communauté de communes, le service commun et les communes, et se doter des moyens de pilotage tout au long du schéma. Donc on va donc je vais juste vous les détailler pour vous présenter les grandes lignes. Alors on vous redit bien évidemment, le premier objectif c'est accroître l'adhésion des communes aux services communs à partir des 3 critères que l'on a pu définir. Alors bien évidemment, ça sera affiné, ça veut dire que lorsqu'on va, suite au vote d'aujourd'hui, on va retourner vers les différentes communes pour qu'il y ait bien un engagement pour avancer vis-à-vis de vos besoins. Donc la création d'une cuisine centrale avec 3000 repas jour, située de manière stratégique sur le territoire, la mise en place de cette nouvelle unité, et on arrêtera ainsi à l'issue l'exploitation de la cuisine centrale de Saint-Hermine. On vous redit que c'est pour la rentrée 2029-2030. Alors, bien évidemment, c'est à l'instant où on vous parle, si tout se met bien et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Le 2e objectif, c'est valoriser les emplois du secteur. Alors, c'est l'extension du service commun qui implique une réorganisation des équipes avec le renforcement des différentes compétences. Donc, on va anticiper ces différents besoins en permettant les formations des agents de la communauté de communes et établir un plan de formation pour que tout le monde soit opérationnel à la rentrée 2029. Le 3e objectif, c'était offrir une prestation qualitative. Donc l'alimentation scolaire fait l'objet d'attentes croissantes de la part des différentes familles, des usagers, des collectivités, dans un cadre réglementaire qui est toujours de plus en plus exigeant. On retrouve la loi Egalim, les différentes lois qui nous obligent effectivement à prendre des produits locaux et sains, c'est important, tout, bien évidemment, tout en maîtrisant le coût du repas pour les familles. La qualité sera également assurée par une adaptation fine des menus aux attentes, un suivi des apports nutritionnels et un engagement fort dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et c'est un travail qui est mené par notre projet alimentaire territorial de Sud-Vendée Littoral. Le 4e objectif,
c'est la sécurisation juridiquement de la communauté de communes, donc le service commun et des communes. Alors d'une part, c'est trouver tous les agencements, sécuriser la conformité réglementaire, optimiser les achats et sécuriser les conventions. Et le 5e objectif que l'on s'était donné, c'est de doter les moyens de pilotage. Alors effectivement, on y retrouvera la communication. Alors d'une part, ça commencera par vous, ensuite ça commencera vis-à-vis des familles, maîtriser le cadre budgétaire, puisqu'effectivement aujourd'hui on est parti sur une prospective avec une somme, mais effectivement ça devra être affiné avec ce cadre budgétaire, organiser un pilotage et bien évidemment communiquer auprès des différents acteurs. Alors, la mise en place de ce schéma intercommunal de la restauration collective constitue un levier essentiel pour garantir l'efficience du service, améliorer l'approvisionnement local et renforcer la qualité des repas au service de l'ensemble des jeunes et des différentes personnes qui en profiteront au niveau des ALSH également. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral s'engage à suivre les étapes définies, à mettre en œuvre les outils nécessaires au pilotage du projet et à assurer une gouvernance partagée et adaptée. Ce projet s'inscrit pleinement dans une logique du développement durable, du soutien aux acteurs locaux, d'amélioration continue de la prestation du service avec un respect des exigences sanitaires et réglementaires. Je redis juste, avant de vous présenter cette validation, qu'aujourd'hui on est parti sur un montant, qu'il y a trop d'incertitudes à l'heure d'aujourd'hui. Il faudra évidemment, en fonction de la construction, aussi affiner les ETP et que les coûts au mètre carré varient en fonction, bien évidemment, du nombre de quais que l'on mettra, du nombre de camions et ensuite de la quantité de repas que l'on fera. Donc, bien évidemment, nous reviendrons vers vous une fois qu'on aura pu affiner ces différents chiffres, mais qu'on a déjà estimé une somme dans notre PPI qui est de 6,7 millions d'euros TTC. Voilà pour cette présentation donc, de ce schéma intercommunal de la restauration collective. Ce qu'on vous demande, c'est effectivement de valider ce schéma donc de restauration collective qui est annexé et que l'on vient de vous présenter à travers ces différentes diapositives, de démarrer la mise en œuvre pour une étude de faisabilité sur la construction d'une nouvelle cuisine centrale et d'autoriser Nicolas à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va donc vous soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci à vous. Merci Arnaud. Les deux derniers points pour terminer ce conseil communautaire concernent les ressources humaines. Le point 40, modification des modalités d'application du temps partiel. Donc là, finalement, on ne fait que retranscrire des évolutions réglementaires pour se mettre en conformité avec le droit européen. C'est uniquement et principalement pour le temps partiel. Donc, je ne vais pas vous lire l'ensemble des modifications, simplement vous dire qu'on ouvre donc au temps partiel, à la fois aux fonctionnaires et aux agents contractuels, donc à temps non complet, cette possibilité. Au niveau des choix, donc la quantité de temps de travail, elle est restreinte, c'est-à-dire qu'on n'est plus entre 50 et 99, c'est 50, 60, 70, 80 ou 90. Et puis également vous dire que la durée des autorisations est fixée à 1 an et que ces renouvellements est possible par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. Des questions sur cette délibération ? Des gens sont contre ? On ne fait que retranscrire encore une fois la loi et le cadre européen. Des gens s'abstiennent, sont contre ? Merci, super. Et puis le dernier point, c'est la modification du tableau des emplois. Un agent a obtenu le concours de coordinatrice réseau. Et donc du coup, l'idée, c'est de créer un grade d'assistant de conservation principale de 2e classe à temps complet. Et également un grade d'assistant de conservation à temps complet pour sa collègue agent bibliothèque qui a également eu son concours. Ensuite, on souhaite mutualiser donc un poste de comptable avec la société publique locale et donc Sud-Vendée Littoral. Ce qu'il faut, c'est créer un poste de comptable à temps complet sur le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. On a aussi plusieurs avancements de grade validés en CIP, 3 grades d'adjoint technique principal 2e classe, 1 grade d'adjoint technique principal 1re classe, 2 grades d'adjoint administratif principal 2e classe, 1 grade d'adjoint administratif principal 1re classe, et enfin un grade d'agent social principal 2e classe. Et dernier point concernant ce tableau, il nous faut recruter un gestionnaire marché public, et pour ce faire, il faut créer le grade de rédacteur principal 2e classe à temps complet. Des questions ? Pas de questions, je le mets à vos voix. Des gens sont contre ? S'abstiennent. Je vous remercie. Avant de clore ce conseil communautaire, est-ce que vous avez des questions
Pas de questions, donc je terminerai simplement. Vous avez sur table un certain nombre de documents. Celui-ci, je remercie les services, il y a eu un travail important de fait. Et merci Audrey et donc Gauvin et son collègue qui ont travaillé en transversalité avec l'ensemble des services pour vous proposer à vous élus ce guide de la mutualisation. On fait énormément de choses. Peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment, mais vous avez là beaucoup de choses donc, qui peuvent vous être utiles pour vos communes. Ça va de la location du matériel, à de l'ingénierie, à des besoins s'il faut pour vos marchés publics. Enfin bref, n'hésitez pas à le consulter, à le confier aussi à vos collègues élus et secrétaires de mairie parce qu'il y a vraiment, c'est une pépite. On en termine là-dessus. Merci. Et puis un petit cocktail voilà, sera proposé dans quelques instants. Merci, bonne soirée.